Bonjour, on se rejoint maintenant pour parler de la convection, et comme vous allez pouvoir le voir par la suite, finalement, on va pas pouvoir aller très loin, mais je vous explique pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la convection? En fait, c'est un mode de transfert d'énergie qui se fait uniquement par le mouvement d'un fluide, donc un gaz ou un liquide. Pour découvrir un petit peu ce qu'est la convection, on va s'y prendre en plusieurs étapes. La première, c'est qu'est-ce qui se passe physiquement, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement qui se crée, etc. Voilà. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Dans un second temps, on va découvrir une méthode simple, c'est la méthode qui est étudiée au lycée, qui va avoir certaines limites. On va regarder est-ce qu'il est possible de mettre en série ou en parallèle, un petit peu comme en conduction, mais différentes résistances thermiques. On finira ensuite par les limites de cette méthode, cette théorie qui a été mise en place, pratique dans certains cas, pas bon du tout dans certains autres, et on verra ensuite un cas par un exemple, un cas un peu plus avancé en fait de ce qu'est la thermique par convection, comment on fait pour enlever la chaleur. Parce que finalement, la convection, c'est le point central de tout ça. Alors, maintenant, on va commencer la leçon, c'est parti. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe réellement avec la convection, ce qu'on va faire, un petit exemple, je vais avoir un objet qui va être très chaud, ok? Et je vais avoir de l'air. Normal, il y a de l'air qui m'entoure, hein. J'ai de l'air qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais comme il est plus chaud que l'air, automatiquement, un flux thermique va se créer. Ok. Le truc, c'est que comme il y a un transfert d'énergie, ça veut dire que mon air va prendre de la température, va monter en température. Comme il monte en température, qu'est-ce qui va se passer? Mon air va se dilater. La masse volumique de l'air va diminuer, ce qui fait parce qu'en fait il va prendre plus de place, et donc pour un même élément de surface, enfin de volume, il y en a moins à l'intérieur, donc qu'est-ce qui se passe? Ça devient plus léger. Comme c'est plus léger, qu'est-ce qu'il fait mon air? Il a envie de monter. Il est en train de monter, et donc il y a un gaz, l'air, froid, qui va prendre sa place, ici. Et en fait, lui aussi prend de la chaleur, et il monte. Et il monte. Et de cette manière-là, j'ai créé un cycle, en fait, un mouvement, qui va faire que je vais pouvoir monter en fait en permanence. Alors, on est d'accord là-dessus, c'est que l'air, ce n'est pas une Formule 1, ça va pas aller à la Mach 10, on va pas faire un cyclone à l'intérieur de la pièce, hein, clairement pas. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est uniquement un mouvement lent de matière. Et c'est exactement ce qui est utilisé en fait pour les radiateurs, par exemple, où je vais avoir de l'air froid qui va monter, et qui va ensuite repartir dans la pièce. Et je crée un cycle en fait, et donc je vais pouvoir chauffer en permanence l'intégralité de ma pièce, je vais pouvoir faire un brassage de la température. Et ce phénomène est le même dans le cas en fait d'une casserole. Lorsque vous voulez faire bouillir des pâtes, je mets ici de la chaleur, j'ai ma casserole qui monte de température à cause des flammes, j'ai une surface chaude, mon eau elle est froide, elle prend de la chaleur, elle monte. Et en fait, elle crée un cycle. Et donc, je vois apparaître en fait des mouvements à la surface de mon eau parce que j'ai un mouvement qui s'est mis en place. Alors, la théorie va s'appliquer en fait sur une surface qui va être plane, une grande surface du type un mur. Par exemple, ce qui est derrière moi. Ce qu'on a vu avec la conduction, c'était que delta T, la différence de température, était égale à une résistance thermique fois un flux grand phi. On a vu aussi une variante de cette formule, c'était que delta T, la variation de température, était égale à petit r fois petit phi. Pour rappel, phi c'était le flux thermique, petit phi c'est la densité de flux thermique. Ça finalement en fait c'était un petit peu ma loi d'Ohm. U qui est égal à RI qu'on utilise en électricité, on a vu en fait qu'il y avait une similitude qui pouvait se faire avec la thermique. Et donc cette loi en fait reste vraie. Si on arrive à déterminer petit r, et si en fait finalement la différence de température et le flux sont bien proportionnels. Des expérimentations ont été faites, et il se trouve que oui, c'est le cas, même pour la convection, en fait, on va avoir une proportionnalité qui va être présente, le flux va être proportionnel à la variation de température. Le problème, c'est réussir à trouver en fait ce R, là, cette résistance thermique. Et il se trouve que dans la conduction, on avait une valeur caractéristique qui appartenait au matériau, qui était la conductivité thermique, et bien pour la convection, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'une valeur en fait qui appartient au matériau ou quelque chose comme ça n'existe pas. Ce qui va être fait en fait, ce qui va être mis en place, c'est que on va faire des tests. Je vais faire passer en fait un courant d'air, je regarde quelle quantité d'énergie en fait il a réussi à choper. Et en fonction en fait de cette valeur, je vais pouvoir dire, voilà, le coefficient de convection vaut tant. Ce coefficient de convection en fait c'est H. Prends la lettre H. Le truc, c'est que votre résistance thermique est égale à 1 sur H, la petite résistance thermique, petit r. Si je veux la grande résistance thermique, grand R, dans ce cas-là, c'est 1 sur H fois S. Mais très franchement, on va rester avec petit r, parce que dans le cas de la convection, et on verra ça en fait avec les limites de la théorie, vous allez voir en fait, que ce sera beaucoup plus intéressant de s'intéresser en fait à petit r. Alors ce H, du coup,
on a fait des expérimentations, très bien. Est-ce qu'il varie selon les conditions? La réponse c'est oui. Si mon air, je lui donne une vitesse, parce que je suis propulsé en fait avec un ventilateur, mais en fait si je fais varier sa vitesse, ben, le H va varier aussi. En plus de ça, c'est que si mon mur, par exemple, ben, il n'est pas totalement lisse, en fait, il y a du crépi dessus, et bien mon air va pas, enfin, l'air va pas pouvoir attraper la même quantité d'énergie. L'état de surface va avoir un rôle. La direction de mon vent va avoir un impact aussi sur là-dessus. Le type de liquide qui est utilisé, de fluide, pardon, le type de fluide utilisé va avoir un impact aussi sur H. Finalement, ce H va en fait s'adapter à une situation bien précise, et pour réussir à faire votre exercice, enfin, vos études, ben, il faut en fait trouver le H qui va bien pour votre cas à vous. Sauf que ce H, c'est pas forcément évident à trouver, c'est même pas évident du tout, il faut faire des expérimentations. Vous allez trouver une banque de données, en fait, vous tapez sur Google coefficient de convection et vous allez pouvoir trouver différentes valeurs pour différents matériaux. Le fluide sera toujours tangent à votre surface. Bon, alors du coup, l'application numérique est ultra simple. Du moment que vous avez réussi à trouver votre coefficient ou on vous le donne, bah, du coup, c'est juste une application numérique toute basique, il n'y a absolument aucune difficulté. Alors maintenant, pour tout ce qui est mise en série en parallèle, est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui. On a réussi à trouver une résistance, et ben je vais pouvoir dire par exemple que ben, la résistance équivalente quand j'avais de la conduction et de la convection, et ben, c'est la résistance de la conduction plus la résistance de la convection. Il arrive très très rarement, même jamais, que la convection se fasse en parallèle, on ne met pas les résistances en parallèle pour la convection. En série par contre, oui. Et puis c'est tout. Voilà, fin de la théorie. Maintenant on va s'intéresser un petit peu aux limites, parce que les limites là, il va y en avoir quand même un paquet. Alors vous l'avez compris, la difficulté majeure en fait de cette théorie, c'est qu'il faut réussir à trouver H. Et H, donc ce coefficient de convection, ben, pas évident à trouver, parce que comme on l'a dit, ça fluctue beaucoup, ça varie beaucoup, c'est une valeur qui va être empirique, qui est obtenue par l'expérimentation dans un cas très précis. On tombe rarement en fait dans le cas pile poil qui me convient, donc on fera forcément des approximations. En plus de ça, des énormes simplifications, des gros travers ont été pris avec cette théorie. Elle fonctionne donc très très bien avec du BTP par exemple, des murs de maison, où là on s'intéresse du coup à l'isolation de la maison, pas de souci, c'est grand, c'est spacieux, c'est toujours homogène, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va travailler avec des pièces mécaniques, où il y a des grosses variations de géométrie, là ça marchera moins bien. Pourquoi? Parce que, imaginons, j'ai une surface, elle est comme ceci. L'air vient comme ça. Donc dans ce cas-là, il y a tout qui est pris ici, ça marche, tout est pris ici, ça marche, mais ici à l'angle. Mais là en fait, l'air en fait vient frotter ici, il vient frotter ici. Si mon air venait sur le côté, je vais avoir une grosse concentration d'air. Qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? Et bien en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, c'est pas uniforme du tout. Et le raccourci de dire c'est pareil sur toute ma surface, ça marche pas forcément en mécanique. Cette théorie ne marche pas totalement bien en fait sur des petites pièces, parce qu'en fait nous ce qu'on va voir en fait c'est un petit peu les lignes de courant. Imaginez en fait vous avez de l'air et vous suivez une ligne. En fait qu'est-ce qui peut se passer lorsque je vais regarder par exemple ici quelque chose qui est coudé, l'air est bien laminaire en fait quand ça monte. Laminaire, c'est-à-dire que mes lignes de courant sont bien parallèles les unes aux autres. Quand je vais avoir une variation en fait de direction, on peut voir que ça devient un petit peu la zizanie. Et là on arrive sur un écoulement qui va être turbulent, voire tourbillonnaire. Et est-ce que ça va prendre la chaleur de la même manière? La réponse, c'est non. La mécanique des fluides va avoir un rôle qui va être crucial dans tout ça, et qui n'est pas du tout pris en compte avec la théorie qu'on vient de voir juste avant. Avant, on disait juste, voilà, j'ai une grande surface, tout se passe bien, c'est ça, globalement c'est ça tout le temps. Mais si le cas, en fait, il change, c'est que mon H va changer aussi, et en fait ce H va dépendre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors on va essayer de creuser justement ce point avec un cas réel. On va utiliser ce refroidisseur en fait qui se monte généralement sur des cartes graphiques, sur des processeurs, sur des composants en fait qui vont être électroniques. Ce que vous pouvez voir, c'est des ailettes, et en fait c'est que la chaleur va passer de ma puce vers ma plaque qui est dessous, donc par conduction, et ensuite l'air va passer à travers les ailettes pour enlever l'énergie. Ok? Alors, comment ça va se passer? Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que finalement, la puce chauffe, et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la chaleur, elle n'est pas uniforme. C'est que la chaleur ne va pas se répartir exactement de la même manière sur tout mon solide. On peut voir que c'est beaucoup plus varié. En plus de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais faire ma convection, sur les extrémités, moins d'énergie enlevée, sur l'ailette du milieu, là, par contre, il y a beaucoup d'énergie enlevée. Donc déjà, c'est pas uniforme.
Le cas qu'on avait vu tout à l'heure, c'était dans une maison, ça marche, mais j'ai sur l'ensemble de la paroi la même température. Là, dans le cas réel, quand on est en électronique ou lorsqu'on est en mécanique, ce n'est plus le cas. En plus de ça, en fait, quand l'air va s'écouler, il va y avoir des obstacles sur son chemin. Et comme il y a des obstacles, et en fait, les courants, les lignes en fait, de courant vont bouger. Et donc la direction du vent ne sera pas toujours de la même manière. Et ça, il faut le prendre en considération. Autrement dit, la mécanique des fluides doit être prise en considération en même temps qu'on fait de la thermique. Et ça, c'est pas évident. Plus de ça, en fait, les fluides ne font pas exactement ce qu'on voudrait. Par exemple, on se dit, si j'ai, supposons, une seule ailette, et toute la chaleur est passée par l'ailette, du coup, en fait, l'air va avoir du mal à enlever toute la chaleur en fait, assez rapidement. Si j'en mets par exemple deux, la moitié de la chaleur passe dans une ailette, une autre moitié dans l'autre, le vent passe à trois endroits différents, et donc j'enlève plus facilement de l'énergie. Ce qu'on peut se dire, c'est que je vais multiplier le nombre d'ailettes, je vais en mettre tout plein, malheureusement ça marche pas. Pourquoi? Lorsque je vais avoir trop d'ailettes, en fait, l'air ne va pas vouloir s'engouffrer en fait, à l'intérieur de ces petits éléments, et va préférer contourner mon obstacle. Et ça va dépendre de votre fluide. C'est que si vous prenez un fluide, de l'air, ou si vous prenez de l'eau, il ne va pas se comporter de la même manière, et en fait, en fonction du fluide qui est utilisé, on va pouvoir voir sa viscosité, en fait, etc., etc., ce qui fait qu'on va pouvoir savoir, en fait, est-ce que ça va s'engouffrer facilement ou pas. Et on va donc choisir le fluide qui nous va bien, dans les conditions qui nous vont bien, pour enlever le maximum d'énergie, et on va faire un design, en fait, une conception de ma pièce qui sera optimale pour le gaz qui a été choisi, ou le liquide. Autre élément en fait qui n'a pas été abordé précédemment, c'est que mon composant monte en température, mais ça veut dire aussi que ma ventilation va varier. Initialement, je suis à 30 degrés, je suis à température ambiante, pas de problème, j'ai pas de ventilation. Lorsque je vais monter en température, là je vais commencer à faire tourner mon ventilateur de plus en plus vite, jusqu'à ce que en fait, je sois au maximum, en fait, et donc là le ventilateur tourne à fond. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'ai eu plusieurs H. J'ai eu plusieurs coefficients de convection, puisque en fait, le coefficient de convection varie en fonction de la vitesse de mon fluide. Autrement dit, ce n'était pas possible avec la truc précédent. Je pouvais uniquement faire mon étude, c'est si j'ai un vent violent qui fait du 100 km/h, si j'ai un vent qui fait du 20 km/h, tout le temps de la même manière. Pour le bâtiment, c'est bien, pour nous, c'est pas bien. Pour faire en fait une étude bien poussée, on va s'intéresser aux géométries de mon système. Par exemple, là, le concepteur, il a fait le choix de partir sur une carte en fait où les ailettes allaient être radiales. D'accord? Dans son idée, lui, ce qu'il pensait, c'est que lorsque il y a beaucoup d'air qui rentre, je rétrécis le passage, j'ai le même débit d'énergie en entrée et en sortie, c'est-à-dire que la vitesse à la sortie a augmenté, et donc je vais pouvoir enlever plus de chaleur. Et il s'est dit, je vais pouvoir augmenter, améliorer en fait ma performance de mon système. Il s'est dit, je vais le comparer avec des ailettes droites, et un autre, c'est des ailettes droites, mais avec une coupure. De temps en temps, en fait, des coupures. Il lance ses simulations, et il se rend compte que son idée n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de vouloir accélérer, l'air, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Et donc, moins bon fonctionnement. Donc là encore, en fait, on va pouvoir jouer, en fait, trouver des idées, et on va essayer de trouver le truc le plus optimal. Augmenter le nombre d'ailettes, augmenter la hauteur des ailettes, augmenter, en fait, changer la forme, en fait, l'écoulement, c'est penser à l'écoulement, c'est complexe. Et ça, c'est un métier, en fait, qui est thermicien, c'est un métier qui est sous-coté, pas grand monde, en fait, se lance dessus, et les entreprises, en fait, en recherchent énormément. C'est quelque chose qui est poussé, et qui est juste passionnant. Si ça vous intéresse, lancez-vous dans le domaine. Accrochez-vous mathématiquement parlant, parce que là, vous allez en bouffer, vous allez bouffer de la matrice, mais c'est passionnant. Prochaine vidéo sur le rayonnement, à plus tard.